Bonjour. Alors Mais bonjour, aujourd'hui, Bonjour Rachel. bonjour Marie. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Rachel Rowe pour un échange sur différents domaines, notamment le salariat, la vie en entreprise, l'épanouissement par le travail, etc. Et par rebond, on va amener une conversation un peu libre sur nos points de vue, nos expériences par rapport à nos propres vies et aux personnes que nous accompagnons. Tu es partante, Rachel? Absolument. Et toi, Marie? Bah, écoute, moi, je suis très contente de cet échange parce qu'il change un petit peu de la façon de faire habituelle. Ça va vraiment permettre de libérer la parole et d'amener une autre manière d'attaquer les sujets. Moi, je pense aujourd'hui que le sujet du salariat, c'est un sujet cœur qui concerne des milliers, des millions de personnes. Il y a vraiment eu un tournant dernièrement avec la crise du Covid, le télétravail généralisé. On a bien vu que certaines choses étaient quand même à même de se produire, alors qu'à un moment donné, on croyait que c'était totalement impossible. Et je pense qu'il y a eu un revirement de situation à ce moment-là, notamment parce que ça a amené beaucoup de questionnements dans les foyers, dans les esprits, dans les cœurs, à l'occasion de ce Covid autour de sa vocation, autour du plaisir au travail, autour de la relation, autour de comment envisager son avenir aussi dans la vie et au travail. Et je pense que finalement, ce qui a complètement éclaté avec le Covid, les confinements et autres, finalement était en train de faire son chemin depuis bien longtemps. Je ne sais pas si tu as la même opinion que moi, Rachel, tu peux rebondir. Oui, alors totalement, j'ai le même sentiment que toi et j'ai l'impression que les gens, grâce à ce Covid, ont pu tourner la caméra vers l'intérieur d'eux-mêmes, hein, et se rendre compte à quel point l'épanouissement était important. Et je fais la relation avec le salariat et l'épanouissement. Je suis très surprise de voir le nombre de personnes qui commencent leur semaine le lundi matin en se disant vivement le vendredi soir, vivement les vacances, qui sont dans l'attente finalement de ces moments où ils ne travaillent pas. Et ça m'interpelle quand même. Et cette belle phrase, tu sais, du lundi matin, bon courage. Oui, Moi, ça m'a toujours un peu interpellée parce que je me dis, mais le courage de quoi en fait? Tu vois, j'ai tout de suite la question qui arrive. Et même si c'est une formule de politesse admise, bien sûr que c'est une bonne intention, mais ça en dit long finalement sur le décor, sur l'ambiance. Et tu vois, quand tu parles d'épanouissement, moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est le plaisir. Le plaisir en travaillant, le plaisir au travail, le plaisir de se développer, d'être dans des projets, dans des activités, des choses qui finalement font écho avec nous. Parce que si ça ne fait pas écho avec nous, il n'y a pas de plaisir. Et un autre élément aussi qui m'interpelle beaucoup dans le contexte du salariat, tu vois, le salariat, cette espèce d'horizontalité, de neutralité, d'anonymat, je trouve que la contrainte, finalement, est devenue très importante à différents titres et qu'aujourd'hui, on l'a vu avec les jeunes, les personnes sont de moins en moins prêtes en fait, à accepter de plus en plus de contraintes et cherchent à s'en libérer. Hein, c'est comme si on a vu tout un tas de phénomènes de personnes qui allaient à des entretiens, qui se décommandaient au dernier moment pour des entretiens d'embauche ou qui ne se présentaient même pas, de personnes qui ont une espèce de fluidité dans la mobilité et ont du mal du coup à s'engager aussi, parce que finalement, il y a une forme de résistance à la contrainte, et puis surtout, un énorme vœu, et aujourd'hui plus que jamais, d'être libre. Quid de la liberté en entreprise, Rachel? oui. Alors, c'est également une question que je me pose. Où est la liberté lorsqu'on travaille en entreprise finalement? On est tenu par des horaires, hein. On doit être là aux heures qui nous sont données. Peut-être que certains ont un horaire un peu plus souple, mais finalement, est-ce qu'on a la liberté d'être soi-même, hein? Est-ce que ça me fait penser au mot valeur? Nous avons tous nos valeurs qui nous sont propres, mais quand on travaille dans une entreprise pour un patron, est-ce qu'on a le droit d'être soi-même encore? Ou est-ce qu'on doit jouer au caméléon pour répondre aux besoins du patron finalement et qu'on doit laisser de côté nos propres besoins? Ça m'interpelle, ça.
Alors là, il y a énormément de choses dans ce que tu viens de dire, tu vois, mais commençons par le commencement. La notion de liberté, pour moi, ça va avec la notion de confiance. Donc, dans une organisation, évidemment, il y a besoin d'avoir quand même des règles de vie, un minimum de normes pour que ça puisse fonctionner, hein, que ça puisse, voilà, que ça ne se casse pas non plus la figure. On est tous dans le même bateau, donc c'est normal qu'on s'organise un petit peu les uns avec les autres en fonction des défis de l'entreprise, etc. On a quand même des choses en commun auxquelles on contribue, hein. Mais après ça, la question de la confiance, des marges de manœuvre, de l'autonomie, moi, je trouve que c'est vraiment un point, en fait, qui bouge en permanence comme un curseur et qui, à un moment donné, a besoin de se régler, soit en fonction des personnes, parce que chacun fonctionne différemment. Donc, il y a des personnes qui ont besoin d'un certain cadre, il y a des personnes qui ont besoin d'une certaine structure aussi pour savoir quoi faire, quelle est la limite de leur emploi, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi des personnes qui ont besoin, finalement, de sentir la confiance qu'on leur accorde et donc l'initiative qui peut en ressortir. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment eu un revirement de situation parce que moi, par exemple, qui ai travaillé en entreprise pendant plus de 15 ans, j'ai démarré ma vie après mes études de psychologie en entreprise puisque j'avais étudié ressources humaines, stratégie et psychologie du travail. Donc, j'ai démarré en fait dans des entreprises du secteur de l'industrie et j'ai travaillé dans différentes filiales. Donc, tout ça pour dire que c'est un milieu relativement normé, technique, ingénieur, avec finalement des manières de fonctionner autour de métiers cœurs. Et puis avec des fonctions support, etc., auxquelles moi j'ai contribué, et aussi en accompagnant le management. Donc, qu'est-ce que j'ai vu dans cette durée d'expérience? J'ai vu déjà un changement culturel, en fait. Moi, quand j'ai commencé à travailler en 2000, l'entreprise, c'était un peu une PME. Les directeurs de centre étaient comme des chefs d'une micro-entreprise et ils avaient vraiment une certaine autonomie par rapport aux équipes nationales et il y avait une forme d'artisanat. Moi, je trouvais qu'autour des métiers techniques, il y avait une forme de compagnonnage aussi. Et quelque part, ça rendait plus fluide la relation, plus souple aussi le corps social. Et même s'il y avait des règles, il y avait des horaires, comme tu disais tout à l'heure, il y avait un rapport qui était plus humain, qui était plus simple finalement. Et puis, le temps passant, il y a eu, donc si je me souviens bien, c'était à peu près vers 2006, même un peu avant, ouais, 2006, 2007, 2008, où là, il y a eu en fait une transfiguration, je pense qu'on peut parler de ça, au niveau culturel dans les entreprises. Et un peu avant, il y avait eu un premier démarrage avec la qualité, hein, avec la mise en place des normes qualité, auxquelles j'avais contribué, j'avais pu faire des audits aussi par rapport à ça. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'en termes d'observation sociale, on voit comme les modèles de coopération changent au fur et à mesure de l'évolution culturelle de l'entreprise. Donc, tu vois, d'un modèle artisanal, j'ai observé un modèle où il fallait davantage formaliser les choses. Donc là, on était un peu plus dans une course de formalisation pour avoir des éléments tangibles, finalement, sur quoi s'appuyer, notamment en matière de satisfaction client et aussi en matière d'évaluation des salariés. Ça, c'était une première étape. Et ensuite, vers 2007, là, il y a eu une transfiguration complètement salariale, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu aussi un mouvement au niveau syndical qui a aussi transformé en profondeur, finalement, les valeurs de l'entreprise qui sont devenues vraiment très centrées sur l'enjeu financier. Et là, pour le coup, il y a vraiment eu en fait un changement culturel tel que ça a été difficile pour certaines personnes de passer d'un modèle coopératif à un autre. Et je trouve que le niveau d'exigence est monté crescendo, crescendo, crescendo. Il y a eu de plus en plus d'indicateurs, de plus en plus d'écrans, en fait, dans les relations, au sens propre comme au sens figuré. Et puis, ça a resserré vraiment les boulons au point que nos marges de manœuvre se sont retrouvées vraiment réduites, y compris dans les activités de management, y compris de haut management. Et en fait, je pense qu'on peut parler de choc culturel.
Donc, tu vois, la contrainte, en fait, elle est venue s'ajouter au niveau financier par rapport à une survie, par rapport à un développement, par rapport à des raisons économiques qui sont naturelles en soi. Sauf que la façon de mener le management a complètement amputé, en fait, à un moment donné, finalement, le rapport entre personnes. Et puis, la surindividualisation également de l'évaluation des promotions, etc., ça a créé une forme de zizanie indirecte dans laquelle beaucoup de personnes ont du mal finalement à se retrouver aujourd'hui, à s'épanouir en sortant de cette espèce de rivalité, en sortant de ces espèces d'enjeux plus personnels. C'est devenu assez complexe, en fait, la vie en entreprise aujourd'hui. Et je trouve plus que jamais, et comparé à ce que c'était au départ, quand on a mis en place le salariat dans notre histoire sociétale, c'était justement pour protéger le travailleur. C'était avec des intentions d'équilibre, avec des intentions de justice, avec des intentions de mesurer aussi le travail et d'éviter les excès. Et aujourd'hui, finalement, il y a comme une sorte de renversement de situation où il y a tellement de choses à prendre en compte, à faire avec, que ça devient quand même assez énorme. Et du coup, l'épanouissement de la personne se retrouve un peu réduit en peau de chagrin, sauf si vraiment elle est dans une activité qu'elle adore, avec un chef génial, ce qui arrive aussi. Il peut y avoir une très, très bonne ambiance, mais il suffit d'un seul élément pour que le paradis devienne un enfer. Oui, alors je te rejoins, Marie. J'ai noté quelques mots comme ça au passage. En fait, je trouve que maintenant, c'est très tourné vers la productivité et le profit, finalement. C'est très compétitif et il y a, pour ma part, ce que je ressens, une certaine déshumanisation. On laisse de côté le côté humain pour la productivité. C'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est le cas déjà depuis un certain temps. La question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Parce que si chacun évolue en fait dans son point de vue, à tout niveau, de l'employé, technicien jusqu'aux grands dirigeants, en passant aussi par les syndicats, parce que les partenaires sociaux, ils sont importants aussi dans les codes culturels et dans l'évolution culturelle des entreprises, du monde du travail en général. Eh bien, la question nous revient à chacun d'entre nous finalement. Qu'est-ce qu'on veut au travail? Qu'est-ce qu'on veut vivre? Comment on veut vivre notre vie professionnelle? Quels sont nos critères aussi de choix? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ou pas? Et en fait, c'est vraiment là que le pivot peut se faire. Parce qu'à force de tout accepter, un peu comme si il y avait une dette envers l'entreprise, comme si on avait un engagement forcé à un moment donné, là, les choses sont biaisées. Il y a des distorsions. Le lien de subordination est une distorsion à un moment donné. Et ça peut générer même une emprise, finalement, de l'organisation sur le salarié qui va s'empêcher certaines attitudes, qui va avoir le sentiment que voilà, il y a des interdits implicites qui circulent quand même dans les pratiques sociales. Et tout ça, finalement, ça devient quand même un sacré imbroglio, ça devient quand même compliqué de pouvoir être naturel, tout simplement, de pouvoir être soi, de pouvoir être spontané, d'avoir un éclat de rire sans qu'on nous regarde de travers, de pouvoir être joyeux en arrivant au travail sans qu'on se demande mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle a perdu la boule, mais comment ça se fait qu'elle est heureuse au travail? Moi, ça m'est arrivé déjà. J'ai deux exemples comme ça, deux anecdotes. Une fois, j'arrive... ah oui, c'est ça, c'était en début d'année, donc c'était les vœux de bonne année. Et alors, on me souhaite la bonne année. Alors moi, tout de suite, je me dis, l'année commence super bien, je suis contente d'être là et tout. Bien sûr, ça va être une super année. Bon, pas tant que ça, mais à l'époque, je pensais que oui. Et en fait, j'ai vu les visages de mes collègues se fissurer sous mes yeux. Ils étaient complètement interdits. Ils étaient épatés. Ils ne comprenaient pas, en fait. Ils ne comprenaient pas comment c'était possible que je sois aussi enjouée au travail. Donc, j'ai compris après, en fait, quel était le loup. Mais en tous les cas, ça m'a interpellée. Là, pour le coup, ça m'a fait un pose-image dans ma tête. Je m'en souviens encore. Et puis, une autre fois,
je vois une collègue qui s'approche de moi, les pas lourds, lourds. Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui est arrivé quelque chose. Alors je lui dis, bonjour, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais tu as l'air sérieuse. Ça m'a inquiétée, tu vois, dans mon empathie. Elle me dit, non, non, c'est juste que c'est lundi. Là, je me suis dit, mon Dieu, quel drame. Tu vois? Mon Dieu, quel drame de commencer la semaine comme ça, tu vois? Donc, waouh! Ça, tout de suite, ça fait chuter l'énergie, tu vois? Oui. Donc, et ça, c'est le quotidien quand même de beaucoup de gens. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de mérite quand même d'être salarié aujourd'hui. Franchement, moi qui ne le suis plus, je tire mon chapeau parce qu'il en faut aussi des salariés. À toutes ces personnes qui ont le courage d'aller au travail, malgré tout, et aussi avec toutes ces problématiques de transport en commun que j'ai moi-même vécu quand je travaillais à La Défense, à Nanterre. Toute cette promiscuité, donc moi je suis à Paris, en région parisienne, donc voilà, on se déplace comme ça d'une banlieue à une autre, ou de Paris en banlieue, et franchement, ça relève de l'héroïsme aujourd'hui d'avoir une vie salariée comme ça. Mais je le pense vraiment du fond du cœur. Il faut mettre sa petite cape, Superman, Superwoman. Alors une cape sur quoi, Rachel? Sur ses émotions, sur ses peurs. Je vois ce que tu veux dire, hein, mais je pense qu'à un moment, on a tous nos limites, même si on ne les connaît pas tous, toutes nos limites. Et à force, ça pose question. Oui. J'ai une image là qui me vient en fait, dont on n'a pas parlé, on n'a pas abordé le thème du stress en fait. Le fait d'être pressé comme un citron, comme une orange au travail, hein, dans le salariat finalement pour produire, hein. Et comme tu dis, au bout d'un moment, on atteint nos limites. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des burn-out, c'est qu'il y a un épuisement, une grosse fatigue, et les gens n'en peuvent plus finalement. Et après, se pose la question de nos libertés finalement. On a toujours la liberté de sortir de là où on se trouve au moment présent lorsqu'on se rend compte que ça ne va pas. Alors, même si je suis d'accord avec toi, je sais aussi que ce n'est pas si facile en fait à vivre, à faire, parce que quand notre vie est organisée finalement autour de notre salariat, autour de notre salaire, parfois il y a un salaire dans un foyer plutôt que deux. Ça devient critique d'envisager un changement, en fait. Ça peut faire peur aussi, la nouveauté, faire face à ses engagements, à ses collègues, à son patron. C'est quand même des choses qui peuvent en dissuader plus d'un et du coup, qui fait traîner un peu en longueur, effectivement, des difficultés qui semblent insolutionnables. Alors que bien sûr, ce n'est pas le cas. Naturellement, il y a toujours des solutions qui arrivent avec les problèmes, on est bien d'accord. Mais tu vois, la relation au temps, pour moi, elle est un peu, on va dire, une problématique de notre époque. C'est-à-dire que le fait d'être pressé en permanence, le fait d'être dans la performance en permanence, le fait de vouloir tout un tas de choses et puis d'être en même temps dans l'instantanéité, ça crée aussi énormément de biais qui sont source d'insatisfaction et source aussi de dévalorisation. Parce que c'est un peu comme si on luttait à peine perdu contre le temps, qu'on voulait, je me souviens, quand on a des missions polyvalentes et qu'on a plein de choses à gérer en même temps et qu'il n'y a que 8 heures dans une journée, il y a des journées, on a une super forme, des journées où c'est moins le cas, ça arrive aussi. On a des personnes avec qui on a plaisir à travailler, d'autres avec qui c'est très compliqué de travailler, de coopérer. Les conditions de travail, elles sont primordiales dans le bien-être au travail. Et dans les conditions de travail, il y a quoi? Il y a la fluidité dans les coopérations. Est-ce que l'information circule? Est-ce qu'on s'entraide ou pas? Est-ce que les éléments sont disponibles ou pas? Est-ce que les outils informatiques fonctionnent ou pas? Est-ce qu'il y a un bon esprit dans la collaboration? Est-ce que les personnes vont vous avertir ou vont garder pour elles leurs petits papiers, leurs petites informations? Des fois, on se croirait en cours d'école. Je ne voudrais pas dire, mais voilà quoi. Des fois, c'est 4 ans, quoi. 4 ans ou alors 15 ans. La problématique ado, elle est pas mal aussi non plus. Et puis voilà, il y en a qui essayent de se mettre un peu en avant, d'autres qui ont beaucoup de mal
à mettre en valeur leur travail. Hein. Donc, finalement, je trouve qu'on n'est pas tous sur le même pied d'égalité en fonction de notre expérience de vie, de notre maturité, de notre liberté d'être, et puis aussi en fonction de notre niveau de diplôme. On voit que ça interfère aussi dans notre évolution. Et puis moi-même, en tant que femme, dans un milieu d'hommes, ce n'est pas neutre non plus. Hein. Donc, sans rentrer dans des polémiques féministes, il y a quand même des critères divers et variés en termes de personnalité, une personne timide, une personne plus expansive, une personne qui a plus de facilité à parler de son travail sans forcément se faire mousser, tu vois. À l'inverse d'autres qui ont beaucoup de peine finalement à raconter ce qu'elles font, à le faire voir, voire à le faire valoir au moment aussi des promotions. Il y a des complexes, hein. Et puis il y a aussi des représentations qui ne sont pas forcément les plus aidantes. Hein. Parfois on pense que ça ne se fait pas de faire ça, de dire ça. Mais en même temps, on voit que d'autres le font et ça marche. Hein. Par exemple, tu vois, une chose qui est complètement épatante, c'est que les grandes gueules au travail sont souvent celles qui ont le plus de promotion. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi ? Parce que d'abord, elles osent, parce qu'elles font peur, parce qu'on essaie de réguler un peu en donnant. Donc, c'est bien qu'il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Tu vois ? Moi, j'ai appris ça un peu à mes dépens parce que j'ai eu l'occasion de vivre en fait des burn-out pour des raisons différentes, à des moments différents. L'un, ça a été plus pour des raisons de surcroît d'activité, de pression au résultat, de pression chiffrée même, et puis d'une certaine dégradation de la qualité de collaboration. Donc, tout ça a fait que voilà, quand on est engagé, quand on veut absolument arriver au résultat sur lequel on s'est engagé, on compense énormément et évidemment, notre corps, à un moment donné, se retrouve un peu au bout de ce qu'il est capable de supporter. Donc ça a été un épisode. J'ai vécu aussi des moments de bore-out. Le bore-out, c'est en fait l'ennui au travail, le manque de sens, des activités qui ne sont pas de notre niveau, où on se dit, mais mince alors, je vais faire ça pendant un certain temps, on n'imagine pas ça possible, tu vois. Donc, ou alors le manque de défis aussi, parce que j'ai aussi été dans des postes de très haut niveau, où là, au contraire, ce n'était pas assez stimulant, il n'y avait pas assez d'ambition, c'était trop rodé, trop tranquille. Donc là, quand tu as envie, toi, de faire des choses, de mettre en place, de faire évoluer, d'être dans le progrès, etc., ça peut devenir confrontant. Et puis, une autre expérience aussi que j'ai vécue, là, c'était vraiment un conflit de valeurs important dans les tonalités managériales, dans la manière de représenter les politiques de l'entreprise, d'incarner des valeurs en fait autour de sujets clés comme pour moi la transparence, comme par exemple l'accompagnement au changement, la prise en compte vraiment de la parole des salariés et puis aussi l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'une attention particulière, comme par exemple les personnes en situation de handicap. Quand à un moment donné, tu vois que ça n'est pas priorisé, et que finalement, il y a d'autres choses qui semblent plus importantes, et notamment voilà, certaines carrières, semble-t-il, il y a un moment où il y a comme une grande explosion, en fait, une bulle d'illusion qui fait bam, et là, tu te dis à quoi je m'accroche, en fait, continuer d'adhérer à quelque chose, tu vois. Et là, il y a vraiment une crise, finalement, existentielle, qui te laisse face à un grand blanc. Hein. Ça, c'est la réalité aussi du salariat. Hein. Toutes ces questions qu'on vit dans le secret la plupart du temps, hein, parce que tout ce qui est émotionnel, c'est souvent tabou. Et il y a une limite à prendre part en fait, au débat. Il y a du politiquement correct, il y a des codes aussi par rapport à tout ça, qui font que soit ça va nous rendre service dans notre carrière, soit ça va nous griller aussi. Hein. Donc, il y a aussi la peur des représailles, etc. Donc, voilà, aujourd'hui, moi qui ai une vie entrepreneuriale, donc je fais bon usage de ma liberté d'être, de penser, de créer,
Alors évidemment, il faut assumer d'autres choses, naturellement. Hein. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Mais à un moment donné, nous, en tant que personne, on existe. Et le salarié n'est-il pas aussi une personne plus qu'un salarié, plus qu'un effectif, plus qu'une ressource, quelque chose d'abstrait comme ça, on ne sait pas très bien quelle forme ça peut avoir. Voilà, on a quand même une intelligence créative, on a des personnalités diverses et variées, on a des chemins de vie aussi riches, tous les uns et les autres, et puis des talents, des compétences. Moi, une des choses qui me faisait le plus mal au cœur, c'était de voir à quel point l'entreprise se privait de toute la qualité en termes de compétences, et là je parle à 360 degrés, qu'elle avait. Pour moi, c'était un non-sens. Moi qui ai toujours pensé potentiel, j'ai fait justement des études de psychologie pour ça, parce que j'adorais les histoires extraordinaires, les destinées incroyables de personnes qui étaient capables de faire des grandes choses. Et quand je voyais que tout était là, mais qu'on n'employait qu'une petite partie, franchement, ça me faisait mal au cœur. Et ça me faisait d'autant plus mal au cœur quand je voyais qu'il y avait des personnes qui se desséchaient, en fait, qui s'éteignaient, alors qu'elles avaient des talents phénoménaux. Le mot qui me vient en t'entendant là, c'est gaspillage, en fait. On gaspille pas du temps, mais le potentiel des personnes qui sont là en laissant ça simplement de côté, comme si ça n'existait pas. Et les gens rentrent dans une routine, ils se rendent même plus compte qu'ils ont ce potentiel, hein. Et c'est comme si ces personnes s'éteignaient, comme une bougie qui finalement Par s'essouffle. oublier. J'ai pas Absolument. compris. On finit par oublier, en fait, qui on est. On finit par, à force de se normer, en fait, au groupe, aux politiques, etc., on finit par s'oublier. Moi-même, ça m'est arrivé. Je me souviens à un moment donné, quand je travaillais sur moi, bon, j'ai toujours travaillé sur moi, mais à un moment donné clé, là, tu vois, quand tu es atomisé par ton expérience professionnelle, il y a un moment où tu es obligé de rebûcher, de mettre les bouchées doubles, triples, quadruples, quintuples, décuples, tu vois, pour retrouver un petit peu ta forme intérieure. Et je me souviens qu'à la question « Quelles sont vos qualités ?» j'ai bugué, en fait. Mais j'ai halluciné de bugger. J'en revenais pas, tu vois. Il n'y avait rien qui sortait, comme un blanc. Et en fait, c'est désastreux. C'est Bah, désastreux parce que ça veut dire à quel point on peut se retrouver déconnecté de soi, en fait. oui, parce qu'on se retrouve finalement pris dans une vie qui ronronne, hein. Alors, il y a le côté très facile, parce que c'est la routine, c'est habituel, on n'a pas besoin de se casser la tête finalement. Mais d'un C'est autre côté, insidieux aussi. oui, voilà, C'est insidieux, c'est pas conscient, hein. Ça oui. fait son lit tout doucement, tout doucement. Oui, hein. Et moi, justement, à l'inverse de toi, je fais le chemin contraire, hein, où je travaille en tant qu'enseignante depuis 31 ans, hein, et où je suis à la recherche de mes qualités, de me dire, mais finalement, qu'est-ce que j'ai comme qualité? Parce que je suis entrée dans ce ronronnement, en fait, hein, et j'ai envie d'aller vers l'entrepreneuriat, d'aller vers autre chose. Mais c'est très difficile, hein. Je te titille avec la liberté tout à l'heure, mais c'est effectivement un chemin pas évident quand on est rentré dans cette, entre guillemets, facilité du salariat. Entre guillemets, hein, on se comprend. Oui, on peut parler de confort, on peut parler de sécurité, on peut parler de stabilité. C'est humain de rechercher ça, c'est tout à fait normal. Après, c'est aussi des modalités que propose la société aujourd'hui. Donc, pourquoi s'en priver? Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Après, on est tous différents. Moi, je pense qu'on peut aussi entreprendre dans l'entreprise si on nous laisse. Hein. L'intrapreneuriat, ça existe. La gestion de projet, pilotage de projet, ça existe. Mais encore une fois, quelle marge de liberté il y a autour de ça pour que la personne puisse exprimer en fait tout son potentiel, tout son génie, sa capacité aussi à inventer. Oh, moi, ça, c'est un mot que j'adore. Inventer, tu vois, inventer des solutions nouvelles quand elles ne sont pas immédiatement présentes, inventer des alternatives, pourquoi pas des innovations. Imaginer, en fait, des façons de faire différentes. Mais la majorité n'aime pas ça. Parce que justement, ça insécurise. Hein. Et c'est ça aussi, c'est qu'il faut voir finalement dans quel contexte on est le mieux à même finalement de se développer, tu vois, pour ne pas répéter de s'épanouir, hein, en fonction aussi de qui on est, de quoi on a besoin et finalement de ce qui nous nourrit.
tu vois, parce que le groupe peut nous nourrir. Certaines activités, moi, j'ai énormément appris en entreprise, en fait. Ça m'a forgé, ça m'a formé, ça m'a développé, ça m'a montré aussi de quoi j'étais capable. J'ai dépassé mes limites, j'ai acquis des compétences. Donc, c'est riche de toutes les façons, c'est riche. Après, oui, il y a des limites. Et puis, à un moment donné, de toute façon, on se pose des questions de vie, quoi. Des fois, c'est à 20 ans, là, de plus en plus, je vois que les jeunes sont extrêmement émancipés par rapport à leur liberté d'être, extrêmement mûrs très tôt. Je me souviens d'un apprenti qui me disait non, mais en fait, moi, je n'ai pas envie que ma vie ressemble à ces gens. Et je me disais, waouh, il a 22 ans, il a tout compris. Je trouvais ça génial, tu vois, parce que moi, j'avais compris ça bien après, tu vois. Ouais. Bon, c'était pas la même époque, c'était pas le même modèle social, etc., etc. Donc, bon, disons que grosso modo, il y a quand même une histoire culturelle dans toute cette affaire. C'est que généralement, on rentre dans le salariat quand nos parents ont été salariés ou quand ils ont vécu des insécurités à différents niveaux, soit dans leurs études, soit dans leur vie professionnelle, soit dans leur non-vie professionnelle, qui font qu'ils transposent finalement un idéal de vie aussi sur les enfants, à quoi on est sensible naturellement dans notre histoire familiale. Et donc, il y a quand même une forme, tu vois, d'influence, je pense, pour devenir salarié, en fait. Grosso modo, j'imagine assez mal une famille d'entrepreneurs avec des enfants qui font le choix d'être salariés. Ça doit exister, bien sûr. Mais tu vois, je trouve qu'il y a une discontinuité finalement. Parce que finalement, on parle d'une culture, c'est une façon d'être, c'est une manière de penser, c'est une manière d'organiser sa vie, de structurer aussi sa vie de famille, tu vois. Et moi, quand j'étais salariée, j'avais l'impression que pratiquement tous les autres étaient salariés, tu vois. J'avais vraiment l'impression d'une généralisation. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Il y a des artistes, il y a des illustrateurs, il y a des professions libérales, il y a des travailleurs indépendants, il y a des entrepreneurs. Mais en fait, on a vraiment une vision qui est aussi biaisée, où on a l'impression qu'il y a une voie, c'est le salariat, ou alors l'entrepreneuriat, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus de nuances, y compris dans l'entreprise. Y compris dans l'entreprise. Et puis, il y a entreprise et entreprise aussi. Les petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises, internationales ou pas. Les startups, par exemple, c'est aussi une entreprise. C'est lié à l'entrepreneuriat, mais du coup, le modèle en fait, de travail ne va pas être le même. Donc après, j'ai envie de dire, à chacun de choisir le contexte, l'environnement qui lui correspond le mieux en fonction de qui il est, et ça nécessite forcément de refaire un travail sur soi, comme tu disais, de remettre un petit peu la caméra vers soi pour se reposer un petit peu les questions de quoi on a besoin, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, de nous épanouir. Moi, en entreprise, à un moment donné, à la fin, quand je suis partie, clairement, je l'avais dit, moi, je ne peux pas travailler dans un contexte où il n'y a pas de confiance possible, par exemple. Tu vois, ça faisait partie de mes valeurs. À un moment donné, c'est épuisant de devoir à chaque fois guetter le moindre mouvement, ce regard comme ça, cette espèce de menace constante où il faut toujours se garder ou de voir un petit peu les jeux, les manœuvres. Mais attends, non, c'est super malsain, tu vois. Donc ça fait partie justement des éléments qui m'ont donné envie de partir, tu vois. Et en fait, pour en revenir à ton expérience de vie, qu'est-ce qui se passe à un moment donné quand on change et quand on quitte le salariat? C'est que l'envie d'une autre vie ou la nécessité d'une autre vie devient beaucoup plus important, beaucoup plus grand que la peur de quitter ce qu'on a. Tu vois? Des fois, on n'a pas le choix. Là, je pense dernièrement aux personnes qui n'ont pas voulu se faire vacciner, elles se retrouvent sans travail, sans salaire. Tu n'as pas le choix dans ces cas-là. Tu as le choix, mais tu n'as pas le choix. Bref, tu n'as pas prévu le truc, quoi. Il y a une contrainte, voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Il peut y avoir aussi un moment la vie qui te pousse, et quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Le burn-out, c'est ça aussi. Ça te pousse à envisager les choses autrement. Et si tu ne le fais pas, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, rebelote. C'est une question de survie. Moi, j'ai envie de dire, c'est une question de choix, en fait.
pas les mots là qui me viennent après tout ce qu'on vient de se dire, parce que moi, je n'ai pas du tout envie d'être dramatique. Au contraire, moi, je suis toujours vraiment dans l'évolution. On a j'ai le mot qui me vient en espagnol, un abanico, on a un éventail pardon, de possibilités. Voilà. Après, on va avoir chacun une palette personnelle à définir. Puis après, c'est une question de choix. Mesurer les avantages et les inconvénients, tu vois. Ça a été aussi un élément quand je me suis dit, mais finalement, dans ma situation professionnelle, j'ai tels avantages, mais j'ai tels inconvénients. Donc, au final, j'ai plus d'inconvénients que d'avantages. Il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, quand je me suis mise à calculer de ce point de vue-là, je me suis dit, non, mais là, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Et puis, quand ta santé est en jeu, parce que forcément, à un moment donné, le corps hurle, tu vois, ton âme hurle, waouh, c'est plus possible, il faut que ça s'arrête. Eh bien, ta conscience commence à s'éclairer, tu vois. Et puis, après, voilà, après, il faut bâtir autre chose. Il faut organiser une transition, naturellement. Tu ne pars pas comme ça, n'importe comment. Surtout si tu as des enfants, des engagements. Évidemment, il faut être responsable. Il faut être pragmatique. Tu vois. Oui. Mais voilà, dans le bon sens du terme, n'est-ce pas? Oui, oui. Et c'est une des clés dont tu parlais pour être un bon entrepreneur, être pragmatique. Alors, dans le bon sens du terme, parce qu'en entreprise, on utilise beaucoup le pragmatisme pour finalement donner une place un petit peu trop importante aux objections, aux risques, à la rationalité, tu vois, ou je dirais même au rationalisme aigu, alors que l'être humain, il a quand même quelque chose de fabuleux, c'est son génie. Et son génie, il n'est pas dans un tableau, tu vois. Donc, il y a vraiment cette composante, en fait, qu'il est bon, là, de revoir, de réapprécier, de réévaluer. Et tu vois, à part le mot choix, moi, je dirais qu'il y a aussi le mot valeur. Redonner de la valeur aux choses, redonner de la valeur à la relation, assainir les rapports, simplifier aussi, tu vois, parce que les usines à gaz, les hyper-procédures, les normes dans les normes, à un moment donné, plus personne n'arrive à faire quoi que ce soit. On perd du temps, on se complique la vie et ce n'est pas non plus une bonne option pour les résultats. Donc, je pense qu'il faut revisiter un petit peu les modèles, les dépoussiérer, les moderniser, les mettre au goût du jour. Aujourd'hui, il y a un besoin de liberté, il y a un besoin d'expression énorme. Il y a un besoin d'exister, il y a un besoin de vivre, il y a un besoin d'avoir du plaisir dans la vie et d'arrêter d'associer souffrance et travail. Tu vois? Oui. Et d'ailleurs, juste le mot travail, hein, il a un côté négatif, je trouve. Moi, j'aime pas l'utiliser. Je préfère utiliser œuvrer que travailler. Tu vois, moi aujourd'hui, je travaille, mais sans travailler. Et ça, c'est une autre définition du travail aussi. C'est de ne pas sentir en fait cette espèce de pesanteur et d'être au contraire dans une expression. Et ça peut se faire dans tous les domaines, pour peu qu'on te laisse, ou pour peu que toi aussi tu réclames un petit peu aussi les choses. C'est souvent aussi une question de positionnement. Et là, moi, des fois, j'avais vraiment envie de crier éloge au courage. Éloge au courage, tu vois, parce qu'il faut avoir le courage d'être soi aussi, le courage de dire non, le courage de poser aussi des conditions, parce que finalement, dans l'entreprise, on est des adultes, on est entre adultes, tu vois. Et l'organisation, des fois, nous infantilise. Elle nous a maternés aussi à d'autres moments. Et quelque part, cette espèce de surprotection est devenue un peu étouffante. Et à un moment donné, je pense qu'il faut revoir aussi le rapport, en fait. Le rapport dans le management, le rapport à l'équipe de travail, le rapport à soi, le rapport au travail. Hein. Donc, ça fait beaucoup de sujets. Là, on a abordé énormément de choses. Mais gardons en tout cas toujours l'espérance parce que le meilleur de notre vie arrive quand on y participe. On peut avoir de la chance dans la vie et avoir des concours de circonstances fabuleux, faire des rencontres incroyables, se retrouver propulsé dans des activités qu'on n'aurait pas imaginé de vivre, bien sûr, mais il y a des scénarios beaucoup moins alléchants qui arrivent, hein, et pour autant, on n'est pas obligé de les subir ad vitam aeternam,
comme un sacerdoce, comme une punition, comme une fatalité, tu vois. Moi, dans mon point de vue, il n'y a pas de fatalité. On peut toujours changer les choses, on peut toujours amener une autre tonalité. Et pour ça, il faut participer. Pour ça, il faut vraiment reprendre la main, être proactif, bien se définir, bien se connaître, et puis avancer en fait selon ses propres critères et se donner cette liberté de le faire, s'autoriser aussi d'avoir cette vie qui nous ressemble, qui nous appelle et qu'on n'a pas toujours su entendre, écouter. Mais il est toujours possible parce qu'à chaque instant, tout peut changer. Il suffit de le décider, il suffit de le vouloir et après, c'est une question d'organisation. Je retiens ton mot, Marie, s'autoriser. J'aime vraiment ça, hein. C'est super important pour moi. Et d'oser aller vers nos rêves. Mais quels sont nos rêves? Là est la question. Eh bien, tu vois, cette vision professionnelle, on pourra en parler à une autre occasion, parce que là, ça va être un petit peu long, mais c'est aussi une des clés, en fait, fondamentales pour pouvoir se projeter, hein. Et ça passe d'abord par la reconnexion à soi. Oui, c'est essentiel, hein. C'est ce dont je m'aperçois actuellement, hein. Reconnaître ses émotions, détecter ses besoins, apprendre à y répondre, et finalement accéder aussi à prendre soin de soi, aussi au travail, se respecter. C'est aussi se faire respecter. Et finalement, tout part de nous, hein. Donc, voilà, c'est vraiment en fait un modèle de vie. Donc, même si à un moment donné, on en a fait l'impasse parce qu'il fallait faire face, parce qu'il y avait des urgences, parce qu'on a dû faire preuve de courage, de ténacité, ok, pas de problème. Mais à chaque fois, revenons au présent. À partir de maintenant, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour moi? Et c'est déjà là qu'on commence à créer une autre étape. Et autorisons-nous à réveiller le génie qui sommeille à l'intérieur de nous. Absolument, les êtres humains sont prodigieux. Et franchement, moi, comme je dis souvent, on n'est quand même pas venu sur Terre pour manger des hamburgers, pour faire des siestes, regarder la télé, fumer, je ne sais pas quoi, tu vois, c'est pas possible, mais j'y crois pas 2 secondes. On est là pour bien plus de choses, pour vivre des expériences, pour partager, pour transmettre. Et tout ce relief, justement, toute cette vivacité, elle est vraiment à accueillir à nouveau. Et je pense que c'est déjà ce qui se fait pas mal, hein, parce qu'il y a pas mal d'initiatives, il y a pas mal de personnes qui sont parties de la ville à la campagne, il y a pas mal de jeunes entrepreneurs aussi. C'est vraiment un domaine qui est en train de se transfigurer aussi, l'entrepreneuriat, parce qu'avant, c'était un entrepreneuriat dans un modèle pseudo-salarié, tu vois. Mais là, vraiment, il y a complètement une ouverture vers des missions de vie, en fait, vers l'expression des vocations et vers la prise en compte de soi, de ses valeurs. Et c'est exactement ce en quoi moi je m'inscris, hein, donc on en reparlera à une prochaine occasion. Avec plaisir, Marie. Merci beaucoup Rachel pour cet échange. Merci à toi, c'était vraiment un bon moment partagé. Et vous qui nous avez suivis, j'espère que ce moment de partage en totale liberté, là pour le coup, a été une source d'inspiration pour vous et vous a transmis une bonne énergie pour que vous puissiez envisager votre présent et votre futur de la meilleure manière qui soit. On vous souhaite le meilleur et Au à très revoir. bientôt. Au revoir.